Démarrage. Bonjour tout le monde. Bon, je vois que nous ne sommes pas encore très nombreux. Bienvenue aux premiers arrivés. J'espère que tout le monde va bien. C'est la rentrée. C'était un peu dur. La rentrée scolaire pour certains aussi. J'espère que l'été s'est bien passé pour tout le monde. Je suis bien content de vous retrouver après ces quelques semaines d'interruption. Voilà, j'espère que tout se sera passé correctement pour tout le monde dans ces temps un peu compliqués. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, attendre vos premières questions. Le temps que, quelques-uns arrivent. Alors rassurez-moi déjà en me disant si vous m'entendez, si vous me voyez. Alors là, c'est un peu stressant parce que j'ai l'impression que personne ne me voit et personne ne m'entend. Ah, merci Véronique, je me sens moins seul. Bah, c'est important qu'au début, vous m'envoyez quelques messages pour me rassurer. Parce qu'au début, je ne sais pas si, tant qu'on ne me parle pas, je ne sais pas vraiment si je suis connecté. Bonsoir Céline. Bonsoir Géranium. Alors, qui va se lancer et qui va nous poser la première question, nous faire les premiers commentaires? Comment se sont passées les vacances, l'été? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été plus facile? En général, ça peut être un peu les deux. Parfois, on peut être confronté pendant l'été à des situations plus compliquées. Parfois, les choses, au contraire, semblent plus faciles. Donc, si vous avez quelques témoignages. Alors, VM, plus facile pour vous l'été et plus doux. Oh, bonjour Véronique. Alors Véronique, vous expérimentez la faim et la fin de la faim. Alors la fin de la faim, je reprécise, ça s'appelle la satiété. Et ça arrive très rapidement, après quelques bouchées, 4, 5, 6, 7 bouchées, c'est très rapide vraiment. C'est le moment où les signaux de faim disparaissent dans le repas. C'est-à-dire qu'au début du repas, on identifie les signaux de faim, les creux, les gargouillis, la salivation, enfin des choses comme ça. Et ces signaux, évidemment, ne se maintiennent pas jusqu'à la fin du repas. Ils vont disparaître à un certain moment. Et ce moment-là, où ils vont disparaître, qui arrive très rapidement, c'est la satiété. Bon, et là, il ne faut surtout pas essayer de s'arrêter. C'est juste une observation, c'est une simple constatation, voilà, qui n'a aucun impact sur le déroulement du repas. Et le moment où on s'arrête, c'est le rassasiement. Et en fait, on ne s'arrête, d'une certaine manière, on ne s'arrête pas, ça s'arrête tout seul. C'est-à-dire que normalement, on n'arrête pas un repas. Il va s'arrêter tout seul. C'est ça le rassasiement. C'est quand on n'a plus envie de manger. Voilà. Et c'est ça, évidemment, qui peut se dérégler. Ça peut se dérégler dans tous les sens, d'ailleurs, hein. Ça peut se dérégler en arrivant très tard, le rassasiement. Donc ça, c'est par exemple l'hyperphagie. Voilà, il y a deux modèles de dérèglement extrême. L'hyperphagie, où le rassasiement arrive très tard, c'est-à-dire que les gens, finalement, ont toujours envie de manger. On prend une bouchée, on a encore envie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième, une vingtième, et puis on a toujours envie, l'envie ne disparaît pas.
Et en fait, c'est complètement déréglé. Ça s'appelle l'hyperphagie. On a tout le temps envie de manger. Et puis, un autre dérèglement extrême, c'est quand le rassasiement arrive extrêmement rapidement, très vite, après juste quelques bouchées. Alors ça, c'est ce qu'on voit par exemple dans la dépression. Et il ne faut pas oublier que souvent, la dépression, ça coupe aussi l'appétit. Ça ne fait pas manger tout le monde. Euh, Parfois, ça coupe complètement l'appétit. Et donc, en fait, le rassasiement arrive après quelques bouchées. Et là, on ne peut plus manger. C'est impossible, on est obligé de se forcer, mais bon, c'est très difficile de se forcer à manger. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est toujours le rassasiement qui se dérègle. Alors, Céline demande si la faim peut se dérégler. Et pourquoi? Oui, la faim peut se dérégler, mais c'est finalement assez rare. Les dérèglements de la faim et de la satiété sont finalement les moins fréquents. Comme je disais, le dérèglement le plus fréquent porte sur l'envie de manger et sur le rassasiement, la disparition de l'envie de manger. Les dérèglements de la faim, ça s'observe, c'est rare, ce sont vraiment les situations les plus rares. Ça peut être lié à des maladies, des tumeurs, des tumeurs cérébrales, qui seront localisées dans les centres de la faim et de la satiété, par exemple, des traumatismes cérébraux, bien sûr. Et finalement, la cause la plus fréquente de dérèglement des sensations de faim et de satiété, ce sont les causes médicamenteuses. Un certain nombre de médicaments peuvent dérégler la sensation de faim, comme par exemple les neuroleptiques, certains antidépresseurs, certains anticancéreux, les corticoïdes, les neuroleptiques. Je le dis, les neuroleptiques, parce que vraiment c'est des dérèglements très importants. Voilà. Ça, ce sont les dérèglements les plus fréquents de la faim, mais les dérèglements de la faim par rapport à l'ensemble de tous les dérèglements du comportement alimentaire sont finalement les plus rares. C'est assez rare finalement qu'on ait des dérèglements de la faim ou de la satiété. Voilà. Mais pas exceptionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des médicaments. Les hormones, non. Est-ce que les hormones peuvent dérégler la sensation de faim? Ben, c'est pas si fréquent que ça. C'est plutôt l'envie de manger, en fait. Ce qui va se passer, c'est que les hormones, comme par exemple on peut voir au moment du syndrome prémenstruel, ça déclenche, en fait, au moment du syndrome, on a des modifications de l'humeur. 10 jours avant les règles, les gens peuvent être plus irritables, parfois un peu plus déprimés, parfois un peu plus anxieux. Donc, ils ont plus d'émotions. Il y a vraiment une espèce d'instabilité émotionnelle. Et à ce moment-là, ces émotions peuvent déclencher des envies de manger. Mais elles n'augmentent pas vraiment la sensation de faim. Voilà. Bonjour Céline. Alors, Céline progresse, même si elle ne perd pas encore du poids, mais elle se sent beaucoup plus sereine déjà. Et ma grosse difficulté actuellement, c'est d'évaluer la juste quantité de nourriture. Et est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Alors, comment moi je pourrais vous donner des conseils qui vous permettraient à vous de savoir la quantité de nourriture que vous devez manger? Ça, c'est pas possible. Et en fait, la question ne doit pas se poser. C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer. C'est que normalement, on n'a pas à se demander quelle est la bonne quantité de nourriture. On ne mange pas en se disant bah, ça c'est la bonne quantité ou ça c'est pas la bonne. Parce que ça, finalement, ça reviendrait à mettre du contrôle. Encore une fois, on n'arrête pas un repas. Un repas, ça s'arrête tout seul. Il s'arrête tout seul. Parfois, il s'arrête au bon moment, parfois, il s'arrête tard. Il ne faut pas oublier que même les gens qui n'ont aucun problème de poids peuvent faire parfois de très gros repas. Bah, eux aussi, ils font la fête, ils font des réveillons, ils vont à des banquets, ils vont à des mariages, et puis bah, comme tout le monde, ils s'explosent un peu le bide, quoi. Et bah, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Bah, tout simplement, c'est que leur faim va mettre beaucoup plus de temps à revenir. Elle reviendra dans 10 heures, dans 12 heures. Voilà, tout simplement, ils sont régulés. Et leur faim va tarder, et ils se remettront à manger quand la faim reviendra. Voilà.
Bon, donc en fait, finalement, c'est pas tellement une question qu'on doit se poser, de savoir quelle est la bonne quantité. Le modèle aussi, ce serait par exemple le nourrisson. Le nourrisson va consommer les quantités de lait dont il a besoin. Il ne réfléchit pas avant son biberon pour savoir s'il doit s'arrêter au quart, au tiers, à la moitié, ou s'il doit reprendre un deuxième biberon, ou quoi que ce soit. Ça s'arrête quand ça s'arrête. Voilà. Et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et parfois, ça peut s'arrêter très rapidement, et parfois, il en faut un peu plus que d'habitude. Et puis parfois, c'est aussi fonction complètement d'un certain contexte, comme par exemple, je disais tout à l'heure, un mariage, une festivité, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, la seule chose à faire pour que le repas s'arrête dans de bonnes conditions, et des conditions qui feront que par la suite, s'il a été excessif, ces quantités excessives seront régulées, eh bien, c'est tout simplement de mettre l'attention sur les sensations alimentaires. C'est le fait de poser l'attention sur les sensations alimentaires qui permet d'obtenir le rassasiement et de faire en sorte que les quantités consommées feront l'objet ou pas d'une régulation. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif aux sensations, donc par exemple quand on mange devant des écrans, quand on mange en passant des coups de téléphone, en travaillant sur son ordinateur, bon là c'est très simple, on l'a mesuré, le rassasiement ne se met pas en place, il tarde à arriver et les gens mangent beaucoup plus et ça peut aller de 10, 20, 30, 40, 70, 80% parfois. Voilà, donc ça peut être énorme, les quantités consommées en plus. Voilà. Véronique, comment fonctionne l'appétit prévisionnel? Ça fonctionne par apprentissage. Alors, je rappelle, l'appétit prévisionnel, c'est la faculté qui permet de consommer à un repas les quantités de nourriture qui permettront d'avoir faim au repas suivant, et pas avant ou pas après. À peu près, hein. Voilà. On peut se tromper parfois, évidemment, ça ne tombe pas exactement comme il faut. Bon, mais en gros, c'est ça l'appétit prévisionnel. Et l'appétit prévisionnel, ça intervient aussi à l'intérieur d'un repas. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de savoir quelle quantité d'entrée il faut manger pour avoir encore faim pour le plat principal et quelle quantité il faut prendre du plat principal pour pouvoir consommer encore un dessert. C'est pour ça, par exemple, que quand vous faites des menus dégustation, les quantités de chaque plat dégusté sont beaucoup plus petites, parce que sinon ça ne rentrerait pas. Bon, alors comment ça fonctionne? Uniquement par apprentissage, c'est-à-dire que le corps, en multipliant les expériences, va enregistrer la quantité de nourriture dont il aura besoin, la quantité de calories dont il va avoir besoin pour tenir jusqu'au repas suivant. Sous-entendu qu'il faut connaître à peu près les horaires de repas. Mais en gros, on les connaît. On est assez réglé, on est assez normé. On sait à peu près quels sont les horaires des repas conventionnellement. Donc, par exemple, le petit déjeuner, c'est entre 7h et 9h, le déjeuner entre midi et 14h, et puis le dîner entre 19 et 21h. Et avec ces horaires-là, on fait manger en France à peu près 90-95% des gens. Donc le cerveau enregistre tout ça et fait en sorte que vous ayez faim au bon moment. Voilà. Et donc finalement, de quoi va dépendre la quantité de nourriture qu'on consomme dans un repas? Le facteur le plus important, c'est effectivement l'appétit prévisionnel, c'est-à-dire la distance avec le repas suivant. Vous ne mangez pas la même quantité de nourriture si je vous dis que le prochain repas est dans 1 heure ou si je vous dis qu'il n'y a plus rien à manger jusqu'à demain matin. Voilà. À ce moment-là, les quantités sont absolument différentes. Voilà comment fonctionne l'appétit prévisionnel et ça peut complètement être déréglé, notamment quand on a pratiqué beaucoup de régimes et que ces régimes ont activé la peur d'avoir faim, par exemple. Voilà. Par exemple, la peur d'avoir faim ou la peur de manquer. Si par exemple vous vous interdisez de manger des pizzas, eh ben, le jour où vous mangez des pizzas, vous en mangez comme si c'était votre dernière pizza, pas comme si vous pouviez en remanger quand vous voulez. Donc ça fait des plus grosses quantités. Alors, VM dit, pour moi, il y a un dérèglement de ma faim ou un réajustement. J'ai de moins en moins faim.
j'imagine que c'est normal. Alors, ben, donc je le redis, vous n'avez probablement pas de moins en moins faim, mais de moins en moins envie de manger. Voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. En fait, tout le travail porte justement sur les envies de manger. Le travail ne porte pas sur les sensations alimentaires, ou très peu. Ça porte assez peu finalement sur la faim et la satiété, parce que justement, la faim et la satiété ne se dérèglent pratiquement pas. Donc, il y a juste un travail, on fait juste un travail de reconnaissance de la faim et de la satiété. Et le dérèglement, lui, il va porter sur le rassasiement, sur le système des envies. C'est-à-dire qu'on a finalement deux systèmes, toujours. Il y a un système des besoins qui est piloté par la faim et la satiété, et puis il y a un système des envies qui est piloté par d'autres structures cérébrales, d'ailleurs. Ce pas les mêmes. Voilà. Et ces deux systèmes doivent dialoguer entre eux pour pouvoir entraîner un fonctionnement correct. C'est-à-dire que le cerveau va détecter un besoin d'abord, par exemple un besoin d'énergie, de calories, c'est-à-dire là il dit ben voilà, il n'y a plus de calories, et à partir de là il va envoyer un signal qui est le signal de faim. Donc à partir du moment où le cerveau va détecter le signal de la faim, il va en même temps déclencher une envie de calmer la faim, donc de calmer le besoin. Et en fait, c'est ce dialogue entre ces deux systèmes, le système des besoins, le système des envies, qui permet de manger les quantités adéquates. Et c'est ce dialogue entre les besoins et les envies qui, généralement, devient ce qu'on appellerait un dialogue de sourds, c'est-à-dire que les deux structures, les structures des besoins, les structures des envies, ne réussissent plus à dialoguer entre elles de manière harmonieuse, et on finit par avoir beaucoup plus d'envie que de besoins. En fait, c'est finalement quelqu'un qui prendrait du poids, on pourrait le décrire de cette manière-là. C'est quelqu'un qui aurait beaucoup plus d'envie que de besoins. Voilà. Et donc, par conséquent, qui mange plus que ses besoins et qui stocke la quantité de nourriture qu'il a mangé en plus. Marie, bonjour Marie. Alors, vous débutez le programme, vous arrivez à manger moins, plus lentement, en contrôlant votre respiration. Je n'ai pas de sensation de faim. Après, jusqu'au repas suivant, peu importe l'heure. Mais le problème, c'est que quand je suis invité ou lorsque je reçois, je suis pas sûr je n'ai pas de sensation de faim après jusqu'au repas suivant, peu importe l'heure. Je suis pas sûr d'avoir compris, Marie. Le problème, c'est quand je suis invité ou lorsque je reçois. C'est difficile de se concentrer sur tout. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, Marie, hein. Mais en revanche, je peux répondre à cette remarque. Effectivement, c'est pas si simple de se concentrer sur tout au début. Mais tout le monde peut y arriver. La plupart des gens ont passé leur permis de conduire, la majorité. Et le type d'attention qu'on utilise en voiture, c'est ce qu'on appelle l'attention partagée. On va partager, on va diviser son attention. Donc, par exemple, eh ben, quand vous conduisez, vous faites des tas de choses très compliquées. Vos mains travaillent toutes seules, vos pieds travaillent tout seuls, vous ne vous occupez pas de ce que ça fait. Vos yeux surveillent 3 rétroviseurs, la route, le tableau de bord. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez tout à fait discuter avec votre passager. Parce que un certain nombre de choses ont été automatisées. Donc, par exemple, ce que font les pieds, ce que font les mains, c'est devenu complètement automatique, vous ne vous en occupez plus. La surveillance des rétros, vous ne vous en occupez pas, ça se fait aussi de manière complètement automatique. Et du coup, vous pouvez en même temps discuter avec votre passager. Alors, en fait, c'est une attention simultanée, donc alternative. Et c'est ça qu'on appelle l'attention partagée. Et c'est le même type d'attention qu'on utilise au cours des repas. Bon, évidemment, a priori, tout le monde apprend à conduire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas conduire de manière innée. C'est un apprentissage. Ça suppose un certain nombre de leçons. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place de manière progressive au fur et à mesure qu'on aura pris les cours.
Et en général, les gens prennent au moins 20 cours, 30 cours, 40 cours de conduite avec un moniteur à côté qui leur rappelle à chaque fois à quoi ils doivent faire attention. Voilà. Et ben, le repas, c'est un peu les exercices qu'on va faire au cours des repas, c'est un petit peu la même chose, c'est même exactement la même chose, c'est de l'attention partagée. C'est-à-dire qu'on va partager notre attention entre les conversations et nos sensations, ou, plus compliqué, entre nos pensées et nos sensations. Voilà. Et souvent, nos pensées nous accaparent beaucoup plus que les conversations, que la télé, que les écrans ou des choses comme ça. Et nos pensées nous font faire des choses à notre insu sans qu'on s'en rende complètement compte parfois aussi. Bonjour Gisèle. Alors, j'ai moins envie de manger, mais parfois, un gros stress me replonge dans une compulsion et j'ai du mal à appliquer la pleine conscience. Alors là, il faut faire un peu attention. Euh, Il ne faut pas penser que ce sont les émotions, donc le stress, qui seraient responsables des compulsions. On a tous des émotions et heureusement, on ne fait pas tous des compulsions. Et même les personnes qui ont des émotions qui leur provoquent des compulsions, ben heureusement que ce ne sont pas toutes leurs émotions qui provoquent des compulsions, parce qu'elles en ont vraiment beaucoup plus que de compulsions. Donc, il ne faut pas penser que ce sont les émotions qui déclenchent et qui sont responsables des compulsions. Ça, c'est une erreur. Les émotions vont déclencher des envies de manger émotionnelles, d'abord. Et ça, c'est normal. C'est absolument chez tout le monde. Et ces envies de manger émotionnelles peuvent être déclenchées aussi bien par des émotions positives que par des émotions négatives. Donc les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'envie de manger émotionnelle, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas les reconnaître. Un exemple très simple d'envie de manger émotionnelle que les gens ne vont pas obligatoirement identifier comme une envie émotionnelle, c'est quand vous prenez le carré de chocolat qu'on vous apporte au restaurant en même temps que le café. Ça, c'est pas de la faim, c'est une envie de manger émotionnelle qui a été déclenchée par une émotion agréable. En général, ce carré de chocolat va servir à amplifier l'état de détente qui est produit par le repas. Voilà. Alors, il y en a qui faisaient ça avant le chocolat, qui faisaient ça avec le tabac, par exemple. Et puis du coup, quand ils arrêtent de fumer, ils vont se mettre à fumer du chocolat. Voilà. Donc ça, c'est une émotion qui est déclenchée, c'est une envie de manger qui est déclenchée par une émotion agréable. Bon. Donc jusque-là, c'est normal, les émotions peuvent déclencher chez absolument tout le monde des envies de manger émotionnelles. Et ces envies de manger peuvent être déclenchées par des émotions agréables ou désagréables. Bon. En revanche, c'est la façon dont on répond aux envies de manger qui va déclencher ou pas une compulsion. C'est-à-dire que si vous répondez, vous vous entraînez à répondre, c'est un entraînement, c'est-à-dire que pour la plupart des personnes, ce n'est plus quelque chose qu'elles savent faire, c'est donc quelque chose qu'elles vont devoir réapprendre à faire, et elles vont devoir s'entraîner à répondre de manière adéquate à leurs envies de manger émotionnelles. Alors ça veut dire quoi? Adéquate, ça veut dire consommer l'aliment dont on a envie, et pas un autre. 2, se concentrer sur les sensations que ça procure. Et 3, écarter de son esprit toute forme de jugement qui pourrait de critique qui pourrait se produire. Voilà, ça c'est répondre. Voilà, ça c'est répondre et ça c'est le cadre qui permet d'empêcher qu'une envie de manger se transforme en compulsion. C'est-à-dire que s'il manque ne serait-ce qu'un seul de ces 3 facteurs, c'est pas l'aliment, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas le sentiment de sécurité non plus, ou de sérénité, à ce moment-là, il y a un risque extrêmement élevé que cette envie de manger se transforme en compulsion. Voilà. Et donc, il ne faut pas penser que les émotions vont déclencher les compulsions, mais c'est la façon dont vous allez répondre à vos envies de manger
qui déclencheront ou pas les compulsions. Voilà. Et généralement, c'est tellement vrai que quand vous faites une compulsion, au lieu de vous demander quelle est l'émotion qui a déclenché tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qui peut bien expliquer l'apparition de ces émotions et donc de ces compulsions, là, vous faites fausse route, vous êtes en train de chercher des choses très compliquées, et du coup, en cherchant ces choses très compliquées, vous passez à côté de la solution simple. Et la solution simple, si je peux dire, elle est simple, enfin peut-être qu'en apparence, la solution simple, c'est tout simplement de se demander lequel des trois facteurs n'était pas là. Est-ce que c'était l'aliment dont j'avais envie? Est-ce qu'il y avait l'attention? Est-ce qu'il y avait la sécurité ou la sérénité? Voilà. Et quand il y a une compulsion, c'est qu'il manque forcément un de ces trois facteurs, ou deux des trois facteurs, ou même il n'y en a parfois aucun. Voilà. Alors, bonjour Francine, est-ce qu'il est mauvais de consommer du vin lorsqu'on travaille sur la prise de conscience de sa satiété et pour détecter les signes de la faim? Alors, je répondrai peut-être d'une manière un peu différente. L'alcool peut être un problème, mais pas chez tout le monde. En fait, l'alcool est un problème chez les personnes qui sont dans le contrôle. Parce que l'alcool est un désinhibiteur. Donc en fait, il fait lâcher le contrôle. Donc les gens qui sont dans le contrôle, s'ils prennent un verre ou deux ou trois, ils peuvent se désinhiber et lâcher le contrôle. Et là, ils mangent beaucoup plus. Et donc finalement, le problème de l'alcool, c'est pas tant les calories que ça va apporter, c'est le fait que ça va jouer ce rôle de désinhibiteur. Et ce qui veut dire aussi que chez les personnes qui ne sont pas dans le contrôle, il n'y a pas ce phénomène de désinhibition du contrôle. Ils ne vont pas déraper quand ils vont boire un, deux ou trois verres de vin. Et ce qui va se passer, c'est qu'en principe, la consommation de vin, du moment qu'elle reste modérée et qu'elle ne conduit pas à l'ivresse, va apporter des calories qui seront, comme les autres, l'objet d'une régulation. Voilà. Donc le problème de l'alcool, c'est ça, c'est que c'est un désinhibiteur du contrôle, et pour les gens qui sont dans le contrôle, ça peut conduire à des dérapages. Et ça peut arriver assez rapidement, alors pas immédiatement, en général un verre de vin n'est pas suffisant pour se désinhiber, mais parfois il suffit simplement du deuxième verre. Pour quelques personnes, ça peut être le troisième, mais en général, après le deuxième ou le troisième, il y a une désinhibition, pour ceux qui sont dans le contrôle. Alors Céline, rebonjour Céline, l'envie de manger dès que je rentre chez moi après le travail est très forte. Voilà. J'essaye de différer la prise alimentaire en instaurant un autre rituel plus bénéfique, comme prendre une douche, mais cela reste une habitude difficile à travailler pour moi. Bon, alors, ouais, là, il y a un problème. Ça ne pourra pas marcher. Vous n'allez pas prendre une douche chaque fois que vous aurez une envie de manger. Là, vous parlez des envies de manger qui arrivent le soir, en fin de journée, après votre travail, et vous mettez en place des stratégies pour vous empêcher de manger. Les envies de manger, ça peut arriver à tout autre moment de la journée, et vous n'allez pas passer votre journée à prendre des douches chaque fois que vous aurez envie. Bon, donc c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Parce que là, en réalité, vous êtes en train de lutter contre vos envies de manger. Et en luttant contre ces envies, vous les faites augmenter. Et nous, ce qu'on veut, c'est exactement le contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est que les envies de manger diminuent. Bon. Et la meilleure manière de de diminuer les envies de manger, c'est tout simplement d'y répondre de manière adéquate. C'est-à-dire en respectant le cadre dont je viens de parler, le plaisir, l'envie, le plaisir, l'attention, et 3, la sécurité, la sérénité. Voilà. Et là, on calme le système des envies. Si vous luttez contre vos envies, de quelque façon que ce soit, c'est-à-dire soit en vous empêchant de manger, soit en mangeant mais en y répondant de manière imparfaite, sans respecter le cadre, ce n'est pas l'aliment, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas la sécurité, à ce moment-là, il y a un risque de compulsion et d'augmentation des envies de manger.
Donc, quand vous prenez une douche, en réalité, c'est ça que vous faites. Vous êtes en train de lutter contre vos envies de manger et vos envies vont augmenter. Et dans la durée, à un moment ou à un autre, un jour ou l'autre, il va y avoir un craquage. Donc, ce n'est pas une stratégie souhaitable. La bonne stratégie, Céline, c'est que vous appreniez à répondre comme il faut à vos envies de manger émotionnelles. Et c'est là qu'elles vont diminuer. Voilà. Alors peut-être que pour vous, c'est contre-intuitif, mais essayez de le mettre en place et vous allez voir, le résultat est spectaculaire. Vraiment. Ça fera diminuer vos envies de manger. Alors, VM, je me rends compte que j'ai une perception erronée des émotions et de leur rôle dans ce processus organique, besoin, envie, faim, satiété, compulsion. Et je ne pense pas avoir tout intégré, mais il y a des ouvertures, j'espère bien. Et évidemment, c'est une erreur qui est très entretenue dans toute la littérature scientifique. Dans toute la littérature scientifique, y compris la littérature sur le manger en pleine conscience, on incite les personnes qui ont des émotions, qui vont déclencher des envies de manger, on les incite à ne pas y répondre par de la nourriture. C'est-à-dire qu'on leur demande de mettre en place d'autres stratégies pour répondre à leurs émotions. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une méconnaissance véritablement du fonctionnement du comportement alimentaire. Les envies de manger émotionnelles sont des phénomènes absolument normaux, naturels. Par conséquent, on ne peut absolument pas les faire disparaître. On peut les réduire quand le système des envies s'est affolé, mais on ne peut pas les faire disparaître. Ce serait tout aussi aberrant que de vouloir faire disparaître sa faim. Une envie de manger émotionnelle est un phénomène tout aussi naturel que la faim. Donc ce serait tout aussi aberrant de vouloir se faire disparaître la faim ou les envies de manger émotionnelles. Quand on a faim, on ne se dit pas il faudrait absolument que je n'ai pas faim. Non, on va essayer de répondre comme convenablement à sa sensation de faim. Et quand on a une envie de manger émotionnelle, ben c'est exactement la même chose. On n'essaye pas de la faire disparaître ou de lutter contre l'envie de manger. On va devoir y répondre de manière appropriée. Voilà. Et ça, ben, malheureusement, la plupart du temps, dans toute la littérature sur les troubles alimentaires, on lit plutôt le contraire, c'est-à-dire des incitations à lutter contre ses envies et à trouver d'autres réponses à ses émotions que la consommation d'aliments. Donc on lutte contre les envies, ben les envies augmentent, tout simplement. Toujours VM, s'agissant du contrôle, je lutte intérieurement entre contrôle de mes envies, acceptation et juste équilibre. Alors, VM, là, je vais vous dire, je vais vraiment vous donner une indication très simple. Chaque fois qu'une envie de manger émotionnelle se présente, vous devez systématiquement vous entraîner à y répondre de façon adéquate. Alors, je vous entends déjà me répondre. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, si je fais ça, je ne vais jamais arrêter de manger. Eh bien non, c'est exactement le contraire qui va se passer. Si vous faites ça, vous allez faire dégringoler complètement vos envies de manger émotionnelles. Elles vont totalement diminuer. Mais à condition de faire ça. Et ça, c'est pas si simple. Réunir les trois facteurs dont je parle n'a rien d'une évidence. Déjà, je prends un exemple tout simple. Si vous choisissez les aliments, si vous ne mangez par exemple que les aliments qui vous font envie et plaisir, il n'est pas certain que vous vous sentiez systématiquement en sécurité avec ce type d'aliments. Et à l'inverse, si vous ne choisissez que les aliments qui vous rassurent, il n'est pas certain qu'ils vous feront systématiquement plaisir. Donc réunir ne serait-ce que le plaisir et la sécurité, bah, au départ, quand on commence à travailler sur les troubles alimentaires, c'est pas du tout évident. Mais progressivement, c'est vers ça qu'on doit s'acheminer, c'est-à-dire qu'on doit systématiquement, chaque fois qu'on mange, avoir à la fois le plaisir et la sécurité.
Voilà. Et à partir du moment où on avance dans cette direction-là, ben, les envies de manger dégringolent. Il y en a de moins en moins. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, hein. C'est comme ça que font les gens qui n'ont pas de problème de poids. En fait, quand ils ont envie, ils mangent. Et ils s'arrêtent quand ils n'ont plus envie. C'est-à-dire dire que c'est pas, ils ne décident pas de s'arrêter, c'est le repas qui s'arrête de lui-même. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a, pas de contrôle. En fait, il faut que je corrige la façon de le dire. Il n'y a pas de contrôle volontaire. Mais en revanche, il y a un vrai contrôle interne par les besoins de l'organisme. Voilà. Et ce contrôle-là est beaucoup plus solide que le contrôle volontaire. Alors, toujours Véronique. Je diffère une envie de manger dans la perspective du repas suivant et du plaisir que j'y prendrai, et que je ne prendrai pas si je n'ai plus faim. Est-ce un problème? Alors là, c'est peut-être... Là, non. Mais parce que là, ce n'est pas un problème, parce que là, on n'est pas dans le contrôle du poids. On est dans le contrôle de la vie sociale, finalement, de la vie de famille. On sait qu'on a un repas qui va arriver à une heure donnée, qui est l'heure du repas de famille. Bah, si on mange avant, oui, on va peut-être se faire plaisir, mais on va arriver au repas, on n'aura plus faim, et là, on ne pourra pas manger avec plaisir. Donc là, ce qu'on contrôle, ce n'est pas son poids. Ce qu'on contrôle là, c'est simplement sa vie sociale. Et ça ne pose pas un problème, ça n'entraîne pas de compulsion. Alors que si on le faisait pour contrôler le poids, là, il y aurait un risque de compulsion. Voilà. C'est vrai, j'ai été clair sur ces points-là, apparemment, VM. Bon. Alors évidemment, hein, le problème des envies de manger émotionnelles, c'est un problème absolument crucial. C'est probablement un des plus difficiles à régler. Et pas forcément, c'est pas forcément, étant donné la culture dans laquelle on se trouve, c'est pas forcément le plus facile à concevoir. D'autant que j'ajouterai un point particulier, c'est que on ne peut calmer une envie de manger émotionnelle qu'avec certains aliments. Tous les aliments ne calment pas les envies émotionnelles. Pour qu'un aliment agisse sur l'émotion, il faut que ce soit à la fois un aliment riche et un aliment apprécié. Il faut que les deux conditions soient réunies. S'il en manque une des deux, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de manger un aliment riche, par exemple. Voilà, si vous mangez des rillettes qui sont très riches et que vous détestez les rillettes, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si vous consommez un aliment que vous aimez, mais qui n'est pas riche, là non plus, ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, si vous adorez les asperges, eh ben, ça ne marchera pas. Si vous adorez les fraises, ça ne va pas marcher non plus. Même si vous adorez ça, ça ne sera pas un aliment réconfortant. En revanche, si vous ajoutez du sucre et de la crème chantilly à vos fraises, là, ça devient un aliment réconfortant parce que c'est à la fois un aliment apprécié et un aliment riche. Il faut donc qu'il y ait les deux facteurs réunis. Et là, on voit pourquoi, on voit tout de suite pourquoi ça va devenir compliqué, parce que il est difficile pour la plupart des personnes qui ont des troubles alimentaires de consommer un aliment riche en toute sérénité. Donc elles pourront peut-être avoir le plaisir, mais elles n'auront pas forcément la sécurité ou la sérénité. Et donc tout le travail qu'on accomplit, c'est justement de réussir à réassocier le plaisir et la sécurité, y compris avec les aliments les plus riches. Voilà. Ce qui n'est pas, pas évident pour les personnes qui ont été dans le contrôle de ce type d'aliments depuis parfois des dizaines d'années. Alors Véronique demande, le cerveau qui est habitué depuis de longues années à voir un aliment comme dangereux, peut-il accepter cet aliment comme un aliment plaisir? Alors oui, il peut, mais à condition qu'on lui démontre que ce n'est pas un aliment dangereux. Et donc c'est pour ça qu'on met en place une série d'expériences qui respectent des protocoles très particuliers, très précis, très sécurisés justement,
qui permettent d'expérimenter que un aliment plaisir dans un contexte sécure ne va pas devenir un aliment dangereux. Ce n'est pas un aliment qui fera prendre du poids. Il ne fera pas augmenter le poids et il pourra même le faire diminuer. Bon, et à partir du moment où on répète cette expérience, eh ben, le cerveau finit par intégrer cette nouvelle expérience. Et il ne voit plus l'aliment comme un aliment dangereux. Jusqu'ici, il le voit comme un aliment dangereux parce que il a raison. Il a raison, puisque à chaque fois qu'on le mange, ça conduit à des compulsions. Donc si on amène la sécurité et que les compulsions disparaissent, eh ben, progressivement, le cerveau cesse d'envisager cet aliment-là comme un aliment dangereux. Et à ce moment-là, il est capable d'associer à la fois la sécurité et le plaisir. Ça, ça répond à la question, Véronique? Alors, toujours VM, le sentiment de sécurité est donc sain s'il est apporté par la nourriture, dès lors qu'il n'y a pas d'excès et que je mets d'autres mécanismes en place pour ce sentiment de sécurité plus pérenne. En effet, j'ai souvent besoin d'aliments riches dans ces moments-là. Ah ben oui, mais c'est bien normal. Pour la raison que j'ai expliquée, c'est que seuls les aliments riches sont capables de calmer les envies de manger émotionnelles. Et les envies de manger émotionnelles sont des phénomènes normaux auxquels on doit systématiquement répondre. C'est un besoin. Voilà, c'est comme un besoin. Si j'ai envie de pisser, je ne me retiens pas d'aller pisser. En tout cas, pas longtemps. Il y a un moment, il faut que j'y aille. Si j'ai envie de manger parce que j'ai faim, je ne me retiens pas indéfiniment de manger parce que je ne peux pas lutter indéfiniment contre ma faim. Il y a un moment, ça finit par craquer. Et ben, c'est la même chose pour les envies de manger émotionnelles. Si je lutte, à un moment ou un autre, ça finit par craquer. Donc, on ne doit pas le faire. Et il ne suffit pas de manger l'aliment dont on a envie, ce serait tout à fait insuffisant. Il faut le consommer dans le contexte dont on a parlé. Sinon, ça ne fonctionne pas et ça devient un aliment dangereux. Voilà, il faut apprendre. En fait, il va falloir apprendre, il va falloir, tout le travail va consister à ramener cette sécurité et cette sérénité, c'est-à-dire être capable de manger tout type d'aliments dans toutes sortes de circonstances, sans se faire de reproches et sans s'inquiéter de rien. Voilà, ce qui est pas facile, hein, vous voudrez bien l'admettre, je pense. Alors Christelle demande comment amener de la sécurité facilement et efficacement. Eh bien, en fait, on a toutes sortes de stratégies pour amener et d'exercices pour amener de la sécurité. Et notamment, tout ça passe par un certain nombre de protocoles, d'expériences, d'exercices qui permettent progressivement de manger ces aliments calmement, en mettant de côté, en écartant de son esprit les jugements et les critiques, puisque c'est ça qui va amener l'insécurité. Et progressivement, le cerveau s'habitue à ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que de constater que les choses se passent bien. Et qu'en mangeant d'une certaine façon ce type d'aliment, bah, non seulement il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas d'excès, mais en plus, il peut même y avoir une perte de poids. Donc là, il ne peut pas faire autrement que lui aussi que de l'admettre. Alors la plupart du temps. Parfois, on a des situations qui sont assez, comment dire, assez difficiles, puisque il arrive quelquefois que les gens maigrissent. Je n'ai pas coupé mon téléphone. En mangeant des frites, des gâteaux et des pizzas, donc des aliments gras, sucrés et riches, ils ont perdu du poids, ils l'ont vu de leurs yeux, et ils nous disent, je sais que je peux maigrir avec des aliments gras, des aliments sucrés, donc riches, mais quand je les mange, je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne devrais pas le faire. Alors qu'ils ont déjà perdu du poids en consommant ce type d'aliments. Bon. Donc là, on a affaire à des cerveaux récalcitrants, je dirais. C'est-à-dire que là, toute l'information n'a servi à rien, elle n'a pas
pas modifié la façon du cerveau d'envisager les aliments. Les expériences n'ont pas suffi non plus. C'est-à-dire que les gens, même après avoir vu de leurs yeux le résultat, ne peuvent pas empêcher leur cerveau d'entretenir des pensées de contrôle. Bon, donc là, bah, continuer à expliquer ou à multiplier les expériences, ça risque de ne pas servir à grand-chose. Et donc là, on a un recours à un autre type d'exercice qui va consister à identifier les pensées de contrôle et à ne pas en tenir compte. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas empêcher, en tout cas pendant un certain temps, ces pensées de contrôle de se manifester, mais on peut neutraliser leur pouvoir de nuisance, c'est-à-dire en les repérant et en décidant de ne pas en tenir compte. Voilà. Donc par exemple, vous avez des pensées de contrôle qui vont vous dire, qui porteront sur la catégorie aliments et qui vous diront que vous devez manger de la salade et pas des frites, ou qui vous diront que vous devez manger des pommes et pas du chocolat, il ne faut pas tenir compte de ces pensées-là. Si par exemple vous allez au restaurant et que sur la carte, un plat vous tente, il ne faudra pas écouter la petite voix qui vous dira ce serait quand même plus raisonnable de manger du poisson et de la ratatouille. C'est toujours l'envie qui a la priorité sur la petite voix. Toujours. On doit répondre à l'envie. Donc ne jamais écouter ce que raconte la petite voix et même ne pas discuter avec la petite voix, avec ses pensées intrusives. Parce que si on commence à discuter sur les vertus, par exemple, du chocolat, c'est vraiment très simple de rentrer comme ça pendant de très longues minutes dans un débat sur le chocolat. Ça, c'est pas grave parce que c'est un chocolat à 85%. Ça aurait été beaucoup plus grave si j'avais pris un chocolat à 70%. Mais bon, quand même, c'est du chocolat au lait. Ça fait quand même plus grossière que si c'était du chocolat noir, et blablabla. Et blablabla. Si on rentre dans une conférence sur le chocolat, ce qui va se passer, c'est que l'attention va se déplacer sur la conférence. Elle va partir à la conférence. Et donc, si l'attention assiste à une conférence, elle est plus sur les sensations alimentaires. Et là, on perd le rassasiement. Donc, on fait des exercices pour s'entraîner à repérer les pensées intrusives, les pensées de contrôle, ne pas les écouter, ne pas discuter avec elles, et puis se reconcentrer sur les sensations alimentaires pour pouvoir récupérer son rassasiement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Bonjour Francine. Alors, comment comprendre qu'il est temps de s'arrêter de manger? Mon indicateur, c'est lorsque je ressens que mon estomac est plein et je ne sens que ça. Ça tire. Si je m'arrête avant, j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment mangé et que j'aurai faim plus tard. Là, ça veut dire que c'est complètement déréglé. Voilà. Donc là, ça veut dire que pour vous, finalement, il n'y a pas de rassasiement. Le signal du stop, si je comprends bien, c'est quand vous êtes pleine. Donc en fait, finalement, il n'y a plus rien qui peut rentrer, quoi. Donc ça veut dire que le rassasiement est totalement déréglé. Il ne vous a pas arrêté. Là, il va falloir faire tout le travail. Donc tout le programme consiste en fait à remettre ces choses-là en place. En fait, le programme travaille essentiellement sur deux aspects. Il va travailler sur le rassasiement au moment des repas et puis sur les envies de manger émotionnelles en dehors des repas. Bonjour Céline. Alors Céline, je ne me sens pas du tout connecté à mes envies par rapport aux aliments. Comment retrouver la connexion avec l'envie des aliments spécifiques? Alors ça peut arriver assez souvent. Il arrive assez souvent que finalement on ne sache même plus de quoi on a envie. On a mis en place une relation avec les aliments qui est tellement compliquée qu'on ne sait même plus de quoi on a envie. C'est-à-dire que les aliments dont on a envie sont interdits,
Et les aliments qui sont autorisés ne sont pas des aliments qui nous font envie. Donc on ne sait plus quoi manger. Voilà. Alors là, progressivement, par le travail qu'on est en train de faire, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et au départ, pour démarrer, le plus simple, même si on ne sait pas trop bien de quoi on a envie, c'est au moins, au minimum, de choisir des aliments qu'on aime et ne pas se forcer à manger des aliments qu'on n'aime pas. Voilà, ça ce serait déjà le point de départ, quoi. Et progressivement, peu à peu, le système des envies se remet en place. Il va finir par réclamer les aliments dont il a besoin. Et à partir du moment où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'interdits, il n'y a plus d'insécurité sur ces aliments-là, on devient capable de les consommer tranquillement, sereinement, et d'avoir le sentiment qu'on répond à des besoins. Et là, on va en quelque sorte restaurer le dialogue entre ce système des besoins et ce système des envies. Et donc se reconnecter les deux systèmes l'un à l'autre. Voilà. Ça va, Céline? C'est clair comme ça? Donc la recommandation, hein, c'est au moins, si vous ne savez pas de quoi vous avez envie, c'est de au moins choisir des aliments que vous aimez. Voilà. Ne vous forcez pas, ne vous obligez pas à manger des choses dont vous n'avez pas envie ou que vous n'aimez pas. Alors, c'est pas la peine, oui, c'est pas la peine non plus de se forcer à manger des choses dont on n'a pas envie. Beaucoup de gens vont essayer, par exemple, de se forcer à manger des légumes alors qu'ils n'en ont pas envie. Et pourtant, ils aiment les légumes. Donc j'aime les légumes, c'est pas la peine de se forcer à en manger. À un moment ou à un autre, cette envie va revenir. Mais quand on a fait beaucoup de compulsions, quand on en fait beaucoup, comme les compulsions ne portent que sur les aliments riches, une fois qu'on a fait la compulsion, il n'y a plus de place pour les aliments pas riches. Donc on n'a plus de place pour pouvoir manger des fruits ou des légumes. On a même plus l'envie. On est tellement plein, tellement rempli des aliments riches qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Et quand on arrête de compulser, et ben à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, VM, c'est fou, nous privons de nos envies qui sont des indicateurs sains, que nous sommes justement en vie, c'est sans jeu de mots, et j'ai l'impression de m'être en fait battu avec moi-même du fait de mauvaises croyances. Et bien oui, en fait, c'est exactement ça. On se bat, on se bat avec soi-même, c'est-à-dire que c'est la guerre incessante. Et la plupart du temps, hein, on ne gagne pas les batailles. Hein. On ne gagne pas les batailles, et même quelquefois, on ne gagne même pas la guerre. Hein. On se bat contre ses envies. Les gens qui ont des problèmes de poids, en fait, passent leur temps à lutter contre leurs envies de manger. Et plus ils luttent contre leurs envies de manger, et plus ils augmentent leurs envies de manger. Ce qui fait que plus il y a d'envie de manger, et plus ils sont obligés de mettre du contrôle. Seulement, plus il y aura de contrôle, et plus ils vont augmenter leurs envies de manger. Donc, au bout d'un moment, forcément, ça dérape et ça craque. Et sur une longue période de la vie, on s'aperçoit que les périodes de rupture du contrôle ont plus d'impact sur le poids que les périodes de contrôle. Et le poids dérive, c'est ce qu'on appelle un peu le phénomène du yo-yo. Une fois les envies acceptées, les envies deviennent plus régulées, et donc tout s'équilibre. Et oui, c'est exactement ce qui va se passer. Une fois qu'on a tranquillisé ce système des envies, ces envies se remettent au service des besoins et tout s'équilibre de façon naturelle, spontanée, sans effort de contrôle. Il n'y a pas besoin. Il faut bien comprendre que ce système-là est universel. C'est-à-dire qu'il est valable pour absolument tout le monde et il est valable aussi bien pour les humains que pour les animaux. Donc c'est clair que les animaux, ils n'ont pas un manuel pour apprendre à manger. Ils fonctionnent exactement de la même façon que nous, ils ont des envies de manger, et en répondant à leurs envies, sans s'en rendre compte, ils réussissent à satisfaire leurs besoins, voilà. Sans aucun effort de contrôle. Voilà. Et elle me dit, bah oui, voilà, j'ai pas vraiment souvent envie de fruits, mais parce que quand on compulse une grande partie de la journée ou de ses repas ou de ses prises alimentaires, c'est fini, il n'y a plus de place pour autre chose. On peut pas à la fois manger
faire une compulsion sur des aliments riches et ensuite se garder une place pour un fruit ou un légume. C'est fini, ça rentre plus, il n'y a pas la place. Mais si on fait disparaître les compulsions, à ce moment-là, les envies d'autres types d'aliments reviennent. Et puis alors là, on a une sorte c'est comme ça que se crée la diversification. Et il y a de la place pour absolument tout type d'aliments, toutes les catégories. Voilà. Et là, le corps va réclamer régulièrement les aliments dont il aura besoin. Donc, si on arrête de manger des légumes pendant quelques temps, ben, il va réclamer des légumes. Si on lui arrête les féculents, il va demander des féculents. Si on lui arrête les viandes ou les protéines, il va réclamer des viandes et des protéines, etc. etc. Et progressivement, on aboutit à une excellente diversification. Alors, c'est peut-être pas celle qui est décrite dans les manuels, mais c'est une diversification suffisante qui généralement est suffisante pour maintenir et assurer un bon état de santé. Voilà. Alors on va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'il y aurait encore quelques dernières questions? Véronique dit que c'est en visionnant un webinar qu'elle est venue au programme et qu'il est important de nous entendre parler. Car les livres ou les articles ne suffisent pas. Il faut de la pédagogie pour s'approprier tout ça. Et ça, c'est très juste. C'est très juste. En fait, on est obligé d'utiliser tous les moyens à disposition. C'est quand même très difficile de changer ces schémas. En fait, on peut parler de schémas. Ce sont des schémas de contrôle. Quand on est rentré quand on rentre dans la démarche de perte du poids, on met en place des structures de contrôle et des schémas de contrôle. Et vraiment, on est formaté, on formate le cerveau pour le contrôle. Et sortir de ces schémas est extrêmement compliqué. C'est ce qu'on appelle l'inflexibilité du cerveau, d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est vraiment passionnant de travailler de rendre le cerveau flexible pour lui permettre d'intégrer de nouveaux schémas. Le contrôle, alors, VM dit que le contrôle est souvent présent comme de l'autodiscipline et de l'amour de soi. Alors moi, je ne condamne pas le contrôle en bloc, pas du tout. Il y a des choses qui ne pourraient pas fonctionner sans le contrôle. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est simplement que le contrôle dans le domaine du poids ne peut pas avoir d'efficacité. Pourquoi? Ben parce que le poids, c'est une variable qui est déjà contrôlée par l'organisme. Donc si on ajoute un deuxième contrôle, ça ne va pas fonctionner. C'est comme sur un bateau. S'il y a deux capitaines à bord, ça ne peut pas marcher. S'il y en a un qui dit on part à bâbord et l'autre qui dit on part à tribord, ben le bateau ne peut pas avancer. C'est dans ce domaine-là, le contrôle est totalement toxique, je dirais. Pour employer oui, c'est un mot fort, mais je dirais oui, le contrôle dans ce domaine-là est toxique. Ce qui ne veut pas dire que le contrôle est toxique partout. Il est absolument nécessaire dans certains autres domaines. Mais dans la problématique du poids, le contrôle mental, le contrôle volontaire est un processus absolument toxique. Il faut donc l'écarter totalement parce qu'il y a un autre contrôle à l'intérieur qu'on doit laisser prendre la barre. Voilà. Donc, ce n'est pas une condamnation massive dans tous les domaines du contrôle, hein, pas du tout. Il y a des choses sans contrôle qui pourraient pas se passer. Alors, Caroline, donc là, je suis en train de répondre aux dernières questions, mais Caroline dit, je mange des choses que j'aime uniquement, et cependant, à la fin du repas, j'ai toujours envie de quelque chose de sucré ou des amandes. Bon, alors d'abord, ce n'est pas une anomalie d'avoir des envies de sucré en fin de repas. Donc,
tel que vous le décrivez, Caroline, tel que vous l'exprimez, on sent bien que ça vous dérange d'avoir une envie de sucré. Bon, bah, ce n'est pas un problème. Moi, je finis tous mes repas par une petite note sucrée. Toujours, systématiquement. Et c'est pas grand-chose, c'est pas un gâteau, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Quelquefois, c'est un bonbon, quoi. Donc, c'est vraiment 3 fois rien. Et là, si vous luttez, vous, contre vos envies, vous allez faire augmenter vos envies. Et je reprends votre formulation. Vous dites, je mange uniquement ce que j'aime, mais finalement, en fin de repas, j'ai toujours envie de manger. Oui, parce qu'il ne suffit pas de manger ce que vous aimez. Manger ce que vous aimez, c'est le tiers de la bonne réponse. Répondre à une envie, ce n'est pas uniquement manger ce qu'on aime. Et je répète, répondre à une envie, c'est mettre en place un cadre à 3 facteurs. Vous devez manger les aliments dont vous avez envie, ce que vous faites déjà, voilà. Mais vous devez aussi être attentive aux sensations que ça vous procure. Et puis vous devez, dernier point, ce qui a l'air d'être le point problématique, retirer tous les jugements, toutes les critiques que vous formulez pendant que vous mangez. Et c'est sur ce dernier point-là que, apparemment, bon, bah, je ne sais pas encore au point. Voilà. Et c'est ce qui fait que l'envie ne disparaît pas, finalement. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. J'espère avoir répondu correctement aux questions que vous m'avez posées. Bien sûr, il y en a beaucoup. Hein, on peut poser encore énormément de questions et je suis là pour ça. Je vous donne donc rendez-vous là maintenant dans 15 jours, mais entre-temps, vous aurez rendez-vous aussi avec les autres coachs et avec Gérard Apfeldorfer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Voilà, hein, on traverse des temps compliqués, difficiles. Et donc, à très bientôt. Merci et bonsoir à tout le monde.